Tu sais ce moment où tu achètes quelque chose et le lendemain, le prix chute? Genre, tu craques pour une nouvelle paire de baskets et 2 jours après, elles sont soldées à moins 30%. Ça pique, non? Maintenant, imagine ce sentiment, mais avec toutes tes économies. Novembre dernier, j'ai acheté du Bitcoin. Pas beaucoup, hein? L'équivalent de 3 mois de loyer. Le prix était au sommet. Tout le monde disait que les grandes institutions arrivaient enfin, que c'était le moment. Et puis, regarde ce qui s'est passé. Le prix a commencé à danser entre des hauts et des bas, sans jamais vraiment exploser comme prévu. Et là, tu te poses la question que personne ne veut poser à voix haute. Est-ce que je me suis fait avoir? Moi, c'est Kedira. Et pendant des semaines, j'ai cherché à comprendre pourquoi mon Bitcoin stagnait alors que toutes les conditions semblaient réunies pour qu'il s'envole. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Pas parce que c'est illégal, mais parce que c'est parfaitement légal. Et si tu possèdes ne serait-ce qu'un petit bout de Bitcoin, tu dois savoir ça maintenant, pas dans 6 mois quand il sera trop tard. Dans les 18 prochaines minutes, je vais te montrer quelque chose que j'appelle le piège doré. C'est une technique que les grandes institutions financières utilisent pour t'endormir, pour que tu vendes ton Bitcoin exactement au moment où elles veulent l'acheter pas cher. Et le pire, c'est que ça marche à chaque fois. Sauf si tu connais les règles du jeu. Alors reste avec moi, parce qu'à la fin de cette conversation, tu ne regarderas plus jamais ton portefeuille de la même manière. Laisse-moi te raconter une histoire. Pas une histoire de Bitcoin, pas encore. Une histoire de grand-mère et de voisins riches. Parce que c'est exactement comme ça que le piège doré fonctionne. Imagine, ta grand-mère a besoin d'argent pour réparer sa maison. Elle va voir son voisin, un type riche du quartier, et lui dit: Prête-moi 10 billets, je te rembourse dans 1 an. Le voisin accepte, mais il pose une condition. Tu me rembourses pas en billets, tu me rembourses en pièces d'or. 10 pièces d'or dans 1 an. Ta grand-mère se dit: Bon, d'accord. 10 billets contre 10 pièces, ça va, c'est faisable. Sauf qu'il y a un détail qu'elle n'a pas vu venir. Elle ne fabrique pas les pièces d'or. Elle peut seulement les gagner en travaillant ou les acheter. Et devine qui contrôle le prix des pièces d'or dans le quartier? Le voisin riche. 6 mois passent. Le voisin décide de monter le prix de l'or. Une pièce qui valait 1 billet en vaut maintenant 2. Ta grand-mère doit toujours rembourser 10 pièces. Mais maintenant, ça lui coûte 20 billets au lieu de 10. Elle n'a pas cet argent. Alors elle fait quoi? Elle vend sa maison pour rembourser. Et devine qui achète sa maison à prix cassé? Le voisin. C'est ça le piège doré. Tu crois tenir de l'or entre tes mains, mais en réalité, quelqu'un d'autre tient la clé de ton coffre. Maintenant, transpose ça au Bitcoin. Il existe en ce moment une entreprise qui possède 450 000 bitcoins. C'est colossal. Si tu mettais tous ces bitcoins bout à bout, ça représenterait la valeur de toutes les voitures de luxe d'un pays entier. Cette entreprise, appelons-la l'entreprise G pour simplifier, elle a acheté tout ce bitcoin avec de l'argent emprunté. Exactement comme ta grand-mère avec son voisin. Sauf que l'entreprise G doit payer des intérêts. Chaque mois, elle crache 60 millions de pièces juste pour garder ses créanciers contents. Et ces créanciers, ce sont les banques.
Les grosses banques internationales, celles qui ne rigolent pas avec les remboursements. Alors, l'entreprise G a un compte en banque avec de l'argent pour tenir le coup. Mais ce compte, il va durer combien de temps? 20 mois, moins de 2 ans. Après ça, si rien ne change, elle sera obligée de vendre une partie de ses bitcoins pour payer ses dettes. Tu vois où je veux en venir? Si elle vend du bitcoin, le prix baisse. Si le prix baisse, les actions de l'entreprise G baissent aussi. Si les actions baissent, elle doit vendre encore plus de bitcoin pour couvrir ses pertes. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est une spirale, un toboggan. Une fois que tu glisses, impossible de remonter. Et maintenant, la vraie question. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que les grandes banques, elles savent. Elles ont fait les mêmes calculs que moi. Elles savent que dans 20 mois, si rien ne bouge, l'entreprise G sera coincée. Et elles attendent, comme des requins. Mais attends, Kedira, tu vas me dire, pourquoi les banques voudraient que l'entreprise G coule? Elles ne perdent pas de l'argent si elle fait faillite. Non, parce que si l'entreprise G est forcée de vendre son bitcoin, elle ne va pas le vendre sur le marché normal. Elle va appeler les banques en privé et leur dire: écoutez, j'ai besoin de vendre vite 5 milliards de pièces de bitcoin. Qui est intéressé? Et les banques vont répondre: d'accord, on prend. Mais on ne te donne pas le prix du marché. On veut une réduction. 20% de moins, parce qu'on prend un risque. Tu piges? Si le bitcoin se vend 100 pièces dans les boutiques en ligne, les banques, elles vont l'acheter à 80. Et après, elles le revendent à leurs clients riches au prix du marché. Ou elles le gardent et attendent que le prix remonte. Dans tous les cas, elles gagnent. Mais pour que ça marche, il faut que l'entreprise G soit vraiment en difficulté. Il faut qu'elle soit pressée. Il faut que les 20 mois deviennent 15, puis 10, puis 5. Il faut créer la panique. Et comment on crée la panique? On parie contre l'entreprise. On dit aux gens que l'entreprise G est en danger. On publie des rapports qui disent que ses actions vont s'effondrer. On fait monter la pression. Et les gens, quand ils ont peur, ils vendent. Et quand ils vendent, le prix baisse. Et quand le prix baisse, ça confirme les rapports négatifs. Et ça tourne encore. Je sais ce que tu penses. Kedira, ça ressemble à une théorie du complot. Les banques font pas ça, c'est trop gros, trop risqué. Sauf que si, ça s'est déjà passé. Dans les années 2000, il y avait un système financier qui s'appelait les accords PIPE. Des entreprises en difficulté empruntaient de l'argent à des fonds d'investissement et ces fonds disaient: on te prête, mais tu nous rembourses en actions. Et plus le prix de ton action baisse, plus on reçoit d'actions. Réfléchis une seconde. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un et que plus son entreprise coule, plus tu gagnes, qu'est-ce que tu fais? Tu paries pour qu'elle coule. Tu répands des rumeurs. Tu crées la peur. Résultat, 85% des entreprises qui ont signé ces accords ont perdu de l'argent. La moitié a carrément disparu, rayée de la carte. Et tout ça, c'était parfaitement légal. Aucun criminel arrêté. Juste des gens qui connaissaient les règles mieux que les autres. Alors oui, je crois que les banques peuvent jouer avec le prix du Bitcoin. Pas en trichant, juste en appliquant de la pression au bon endroit, au bon moment.
Mais voilà la bonne nouvelle. Si tu comprends le jeu, tu peux gagner. Laisse-moi te donner les 4 règles. Je les appelle les 4 règles du jeu. Si tu les appliques, tu ne tomberas jamais dans le piège doré. Règle numéro 1. La règle du miroir. Une entreprise n'est pas Bitcoin. Si l'entreprise G coule, ça ne veut pas dire que Bitcoin coule. C'est comme dire que si un restaurant ferme, alors tous les restaurants doivent fermer. Non. Sépare l'outil de celui qui l'utilise. Bitcoin est un outil. L'entreprise G est juste un utilisateur parmi d'autres. Règle numéro 2. La règle du requin. Si les banques tournent autour de ton Bitcoin, c'est qu'elles le veulent. Les requins nagent pas autour des poubelles. Ils nagent autour de ce qui a de la valeur. Donc si tu vois toute cette agitation, tous ces rapports, toute cette pression, demande-toi, pourquoi elle se donne autant de mal? Parce qu'elle croit en la valeur à long terme. Sinon, elle l'ignorerait complètement. Règle numéro 3. La règle du chronomètre. L'entreprise G a 20 mois devant elle. C'est un compte à rebours. Mais si le prix du Bitcoin remonte avant la fin du chronomètre, le piège ne se referme jamais. Elle peut refinancer sa dette ou vendre de nouvelles actions ou trouver une autre solution. Les marchés détestent attendre. Toi, tu peux. Et enfin, règle numéro 4, la règle de l'été. En été, tu ne vends pas tes lunettes de soleil parce qu'il pleut pendant 3 jours. Tu sais que le soleil va revenir. Avec Bitcoin, c'est pareil. Si tu crois que dans 10 ans, le monde aura besoin d'une monnaie numérique que personne ne contrôle, alors les tempêtes de 3 mois ne changent rien. La pluie, c'est temporaire. Ta vision, elle, c'est permanent. Laisse-moi te donner un exemple concret avec des chiffres simples. Tu as mis 100 pièces dans Bitcoin en novembre dernier. Aujourd'hui, ça vaut 92 pièces. Tu as perdu 8%. Ça fait mal, je sais. Mais imagine que tu comprends maintenant le piège doré. Tu sais que la pression vient des banques. Tu sais que c'est temporaire. Alors quand le prix descend encore et arrive à 78 pièces, au lieu de paniquer, tu achètes. Tu rajoutes 80 pièces. Maintenant, tu as investi 180 pièces au total. 6 mois passent. L'entreprise G trouve une solution. Elle refinance sa dette. La pression des banques se relâche. Le prix remonte à 140 pièces. Tes 180 pièces investies valent maintenant 252 pièces. Tu as gagné 52% au lieu de perdre 8%. C'est ça la différence entre comprendre et subir. Tu vois, c'est comme ça qu'on bat le système. Pas en criant au scandale, pas en manifestant devant les banques. Non, en comprenant les règles mieux qu'eux, en jouant leur propre jeu contre eux. Maintenant, laisse-moi te raconter une dernière histoire. Une histoire vraie qui s'est passée dans les années 90. La Banque d'Angleterre, une des plus grandes banques du monde, a décidé de vendre la moitié de ses réserves d'or. Ils ont vendu à un prix de 275 pièces par once d'or. Pourquoi ils ont vendu? Officiellement, parce que l'or ne rapportait rien, qu'il valait mieux avoir des billets qui génèrent des intérêts. Ça semblait logique sur le papier. Sauf que 20 ans plus tard, l'or valait 1900 pièces par once. La Banque d'Angleterre a perdu des milliards. Des milliards qui auraient pu servir aux écoles, aux hôpitaux, aux routes.
Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'ils étaient stupides ou est-ce que quelqu'un, quelque part, a acheté cet or à prix cassé et a attendu patiemment que le prix remonte? Je ne peux pas le prouver, mais le schéma est là. Une institution puissante vend. Le prix s'effondre. Les gros joueurs accumulent en silence. Le prix remonte. Les vendeurs ont l'air ridicules. Les acheteurs sont riches. Avec Bitcoin, on voit exactement le même schéma se dessiner. Les institutions créent la pression. Les petits porteurs paniquent et vendent. Les gros accumulent. Le prix remonte. Et dans 5 ans, on regardera en arrière et on dira « Comment j'ai pu rater ça ?» Alors maintenant, la vraie question. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Parce que je ne suis pas là pour te raconter des histoires et te laisser dans le vide. Je suis là pour que tu agisses intelligemment. Première chose, si tu possèdes du Bitcoin, ne panique pas à cause des mouvements de prix à court terme. La volatilité fait partie du jeu. Le Bitcoin peut perdre 20 ou 30% en un mois. C'est normal. La vraie question, c'est est-ce que les fondamentaux ont changé? Est-ce que le monde a moins besoin d'une monnaie numérique indépendante aujourd'hui qu'il y a 3 mois? Non. Alors pourquoi vendre? Deuxième chose, surveille les rapports trimestriels de l'entreprise G. Ils publient toutes leurs données financières. Tu peux voir combien d'argent il leur reste, combien de temps ils peuvent tenir. Si tu vois que leurs réserves de liquidité commencent vraiment à fondre, si tu vois qu'ils sont obligés de vendre du Bitcoin, là, c'est un signal réel. Mais tant que ce n'est pas le cas, c'est juste du bruit. Troisième chose, diversifie. Ne mets pas toutes tes économies dans un seul actif. Jamais. Même si tu crois dur comme fer au Bitcoin, garde une partie de ton argent ailleurs. Dans d'autres cryptos, dans des actions, dans de l'or physique, peu importe. Parce que si les institutions jouent avec le Bitcoin, elles jouent peut-être avec d'autres choses aussi. Et quatrième chose, la plus importante, éduque-toi. Apprends comment les marchés fonctionnent vraiment. Apprends ce qu'est une spirale de dette. Apprends ce qu'est une vente à découvert. Apprends comment les institutions créent de la pression sans enfreindre la loi. Parce que les gens qui comprennent ces mécanismes, ce sont eux qui gagnent à long terme. Pas les plus riches, pas les plus chanceux, les plus éduqués. Tu vois, j'ai passé des semaines à démonter ce puzzle, à lire des rapports financiers de 200 pages, à regarder l'historique des crises financières, à comprendre comment les empires économiques ont manipulé des nations entières à travers la dette. Et tout ça pourquoi? Pour te dire une chose simple, tu n'es pas fou. Si tu sens que quelque chose cloche, c'est normal. Parce que quelque chose cloche vraiment. Mais maintenant, tu sais. Tu connais le piège doré. Tu connais les 4 règles. Tu n'es plus aveugle. Alors oui, le Bitcoin peut encore baisser dans les semaines qui viennent. Oui, l'entreprise G peut avoir des problèmes. Oui, les banques vont continuer à appliquer de la pression. Mais toi, tu ne vas plus réagir comme avant. Tu vas regarder ces mouvements avec un œil différent. Tu vas te demander, qui bénéficie de cette baisse? Qui veut que je vende maintenant? Et quand tu poses cette question, la réponse devient évidente. Celui qui veut que tu vendes maintenant, c'est celui qui veut acheter pas cher.
Donc, je vais te poser la question une dernière fois. Est-ce que tu crois, au fond de toi, que dans 10 ans, le Bitcoin aura de la valeur? Est-ce que tu crois que les gouvernements vont continuer à imprimer des milliards de billets? Est-ce que tu crois que les gens vont chercher une alternative? Si ta réponse est oui, alors les jeux des banques, c'est juste du bruit qui va passer, comme la pluie en été. Mais si tu ne crois pas à ça, si tu penses que le Bitcoin est juste une mode, alors honnêtement, tu ne devrais pas en posséder. Parce que cette volatilité, cette manipulation, ce théâtre, ça ne va pas s'arrêter. C'est le prix à payer pour jouer dans un marché qui dérange les puissants. Moi, Kedira, je garde mon Bitcoin parce que j'ai compris le jeu. Et maintenant, toi aussi. Écoute, si cette conversation t'a aidé à y voir plus clair, si tu te sens moins seul face à tout ça, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Parle de cette vidéo autour de toi. Partage-la avec un ami qui galère avec son Bitcoin, avec quelqu'un qui panique en ce moment. Parce que le meilleur moyen de combattre le piège doré, c'est que tout le monde le connaisse. Plus on est nombreux à comprendre, moins ça marche. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que je te montre comment repérer ces pièges avant qu'ils se referment, inscris-toi à la liste d'attente de la formation Kedi Stratège. On ouvre les portes dans 3 semaines. C'est 10 places seulement pour garder un suivi personnalisé. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Clique, mets ton email et tu recevras toutes les infos dès l'ouverture. D'ici là, respire. Regarde ton portefeuille avec des yeux neufs. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. On est des milliers à jouer à ce jeu. Et maintenant, on connaît les règles. La prochaine fois qu'on se parle, je te montrerai comment identifier les signaux d'alerte 3 mois avant que le marché ne panique. D'ici là, prends soin de toi. Et surtout, ne laisse jamais personne jouer avec ton argent sans que tu comprennes comment. À très vite.